donc le docteur Christophe Bressens va maintenant intervenir pour discuter de ta communication. J'annonce tout de suite, il n'est pas du tout spécialiste du foie, mais c'est un urologue. Et comme on l'a dit, ce sont les urologues aujourd'hui qui ont, en tout cas en France, la plus grande expérience du robot. Donc on a choisi à dessein. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Pour moi, c'est un honneur évidemment d'être invité. Non, il n'y a pas d'exposé. Étant d'une autre spécialité, je n'ai pas fait de diapositive, mais c'est un honneur évidemment d'être le seul intervenant extérieur d'une autre spécialité lors de ces exposés. Moi, je voulais juste revenir sur 3 points. Le premier, c'est de se rendre compte que finalement, on critique énormément un monopole et on est contre le monopole d'Intuitive, mais on remarque que le fait de pouvoir associer un urologue et un chirurgien digestif, c'est à l'heure actuelle grâce à un monopole d'une société. C'est-à-dire que qu'on soit aux États-Unis d'une spécialité digestive ou urologique, on discute de la même technique finalement et du même matériel, ce qui à mon avis facilite quand même énormément les choses. La deuxième chose, évidemment, on attend tous avec beaucoup d'impatience un concurrent néanmoins, mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, dans le développement de la technologie, je pense que c'est un avantage. Le deuxième point, c'est que, à mon sens, le robot est l'évolution logique de la laparoscopie. L'évolution logique de la laparoscopie, déjà parce que il y a des avantages inhérents à la technologie, notamment la vue 3D, même s'il existe dans la laparoscopie, et les mouvements dans les différents sens de l'espace, mais également, et on le voit sur les derniers modèles du robot, grâce à l'acquisition on va dire, d'autres technologies, telles que l'échographie, telles que la fluorescence, et en fait, le robot va servir de plateforme et qui va pouvoir associer un certain nombre de technologies pour aider le chirurgien finalement dans sa navigation chirurgicale, et c'est, je pense, ce qui manquait un petit peu en laparoscopie. Je faisais beaucoup de laparoscopie avant d'arriver à la Pitié, et depuis, on voit très bien en urologie, on est passé, je ne vais pas dire intégralement, mais en tout cas à 80% sur de la robotique, en tout cas par rapport à la laparoscopie. Où moi je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est sur le point de dire qu'un mauvais laparoscopiste va éventuellement devenir un bon chirurgien au robot. Moi je pense qu'un mauvais chirurgien restera un mauvais chirurgien, je suis désolé pour lui, mais au robot ou sans robot, il coûtera juste beaucoup plus cher puisqu'on va dépenser 2 millions pour essayer de le rendre meilleur, ce qui à mon avis n'est pas un bon investissement pour la société. Donc je pense que le robot va simplement exacerber le potentiel d'un chirurgien qui peut être limité en laparoscopie, et on le voit en urologie de nouveau, tous les gros centres de laparoscopie sont passés en chirurgie robotique et on a explosé le potentiel, on va dire, d'accès en tout cas de patients vers la chirurgie minimalement invasive. Et M. Richard le disait, notamment pour ce qui est de la chirurgie du rein, les tumeurs complexes du rein, on se rend compte à l'heure actuelle que le robot, on va dire, c'est presque un complément thérapeutique, parce que c'est une nouvelle arme thérapeutique qui permet notamment d'accéder de proposer des chirurgies partielles, notamment du rein, à des patients qui, même en chirurgie ouverte, c'était des tumeurs qui étaient complexes, avec un accès qui était difficile au niveau du rénal. Et je pense que je fais des chirurgies plus complexes en chirurgie robotique que ce que je faisais en chirurgie ouverte initialement. Et ça débouche très logiquement sur le troisième problème, qui est celui de la formation. Et celui de la formation, nous, après, dans le service, on a fait un peu plus de 2000 interventions en robot. Eh bien, la formation, c'est un investissement que l'on commence réellement à faire maintenant, parce qu'il y a un potentiel, parce qu'on a la technologie, on a l'apprentissage, on arrive à faire toutes les interventions, et maintenant on peut transmettre. Mais cette formation, ça a aussi un coût. C'est la deuxième console, c'est un coût de temps d'un chirurgien pour former des gens, etc. Et je pense que c'est le point, c'est l'avenir de toute façon. Et je pense que le robot, par rapport à la laparoscopie, permet malgré tout, et de nouveau on a un certain nombre d'instruments, comme le simulateur, la double console, etc., qui va permettre cet enseignement de manière plus facile que la laparoscopie, qui reste très formateur dépendant et très environnement dépendant. Tandis que le robot facilite un petit peu ceci. Donc je voudrais juste avoir une question. Poser une question. Est-ce que le succès de la robotique en urologie, est-ce un avantage pour vous ou un inconvénient, notamment en vous limitant l'accès au bloc opératoire ? C'est un inconvénient parce que ça limite l'accès au bloc opératoire, mais c'est l'avantage parce que maintenant,
il y a une telle compétition entre les hôpitaux aux États-Unis pour avoir un urologue qui possède la capacité de faire la prostatectomie ou les autres interventions robotiques. Donc, l'intérêt d'acheter le robot est partout aux États-Unis. Comme ça commence, le nombre de cas faits par quelqu'un qui connaît la technologie, ça commence à diminuer parce qu'il y a beaucoup de gens formés maintenant. Donc, l'accès à la machine commence à s'améliorer. Mais en même temps, c'est un avantage parce qu'il y a déjà un modèle. Donc, quand on parle avec l'administration, on peut dire, bon, écoutez, vous regardez le service de l'urologie, vous regardez le coût a diminué, les suites sont plus simples, les patients sortent le lendemain dans 2 jours, laissez-moi essayer ça dans le foie. Et ça tombe sur une terre qui est déjà bien cultivée. Donc on a une compréhension. Car au départ, personne ne voulait en écouter. Bon, écoutez, vous restez les deux là parce que c'est... Écoutez, moi, ce qui m'a paru évident, j'aurais dû peut-être m'en rendre compte avant, c'est l'avantage, je dirais, spatial du robot. Parce que le nombre tu l'as très bien vu, le nombre d'acteurs que l'on peut mettre au contact de l'organe cible est plus important. D'ailleurs, je comprends que les urologues soient les premiers intéressés. Combien de mains peut-on mettre dans un petit bassin d'homme, en définitive? Tandis que, voilà, le robot apparaît, et là, comme la paroscopie, je m'excuse de faire la différence, mais là, on voit immédiatement apparaître l'avantage. Alors, il y a une image avec tous ces bras entourant le malade, on pense aux voitures. Vous avez des voitures en construction avec une dizaine de robots indépendants qui jouent autour. On va peut-être arriver à avoir une équipe entière, car au fond, il n'y a presque pas de limite du nombre de bras si on a les consoles suffisantes pour agir. Et on peut imaginer un jour où il y aura des chirurgiens spécialistes, le vasculaire, etc., autour de l'organe avec leurs instruments. C'est peut-être, je ne sais pas moi, mais cet intérêt spatial que j'appelle de la faible occupation de l'espace de l'acteur, contrairement à la main. En chirurgie abdominale ouverte, on ne peut pas mettre beaucoup de mains dans le ventre. Voilà, c'est limité. Alors, d'autres questions? Oui, alors Yves Chapuis. Ne vous tenez pas compte de mes cheveux blancs. Il y a 20 ans que j'ai quitté le bloc opératoire, mais j'ai été, je pense, l'un des premiers à réaliser une surrénectomie par voie vidéoendoscopique en 1992. Par conséquent, la chirurgie laparoscopique m'a toujours passionné et nous l'avons développée. Je voudrais vous faire une remarque. On a entendu une première partie très enthousiaste dans votre première intervention, puis après, sur la fin, vous avez montré tout de même qu'il y avait des bras, des difficultés. Quand vous montrez l'optimisme, je vous invite à lire un des numéros d'août 2013 du Journal of Healthcare Medicine, et qui montre qu'une enquête américaine a montré que pour la prostatectomie, le taux de complications, y compris éventuellement de mortalité, était préoccupant, ce qui veut dire tout de même qu'il ne faut pas présenter la chirurgie robotique urologique comme quelque chose d'absolument parfait. Ce journal, en tout cas, en témoigne, et je vous invite à le lire. Il y a un point sur lequel je vais vous poser une question, c'est le Da Vinci SI, comme on a vu, qui ne comporte pas, d'ailleurs, encore le retour de force. Et ils le promettent pour demain. Attendons. Est-il plus coûteux que le précédent modèle, qui, autant que je sache, en France en tout cas, atteint l'appareil simplement 2 millions d'euros à l'acquisition, sans compter les 10% d'entretien par an, etc., etc. Alors, on a du mal quand même à démontrer que par rapport au coût de l'appareil, et tout ce que ça nécessite par ailleurs, représente un bénéfice sur le plan du coût par rapport à la chirurgie dite, je dis bien laparoscopique. C'est une question. Puis il y a un autre point. Vous avez évoqué effectivement les nécessités d'ouvrir parce qu'il y a des pannes, ou des pannes diverses. Et vous n'avez pas évoqué, si j'ai bien compris, sauf une fois, vous y avez fait allusion, le risque anesthésique. Il y a à peu près 1 an, nous avons réalisé un séminaire sur l'égide de l'ancien de la paix à Scipion, et nous avions comme témoin un anesthésiste français qui avait passé 1 an et demi aux États-Unis dans un hôpital qui faisait essentiellement la chirurgie robotique, et il nous a dit que la position pour une hépatectomie droite,
que l'on est obligé d'imposer aux patients, c'est-à-dire le décubitus, plus la pression intrapéritonéale du gaz nécessaire pour avoir l'espace de travail, joint à une opération plus longue. Car en général, sauf pour certaines interventions, la vésicule, tous les chiffres montrent que les interventions sont plus longues, avaient des conséquences sur le patient et qu'il avait dans son expérience constaté des nécessités d'interrompre l'opération pour des raisons de troubles respiratoires, cardiovasculaires, etc. Alors, il y a, je pense, je donne ces informations, je ne sais pas comment vous réagirez, mais je crois qu'il y a pour nous un très, très beau motif de réflexion, à être à la fois d'un côté certainement enthousiaste, mais peut-être bien réfléchir, parce que ça représente un coût et on le voit bien d'ailleurs, nous avons certaines cliniques en France qui sont en difficulté parce qu'elles ont acquis ce matériel, et puis que ça ne suit plus, parce qu'il y a actuellement la santé un coût, elle se développe dans des tas de directions, et la question est de savoir quand même quelle est la responsabilité, quelle responsabilité peut-on avoir, non pas seulement chirurgicale, mais d'un point de vue, j'allais dire, social. Alors, les 3 points sont intéressants. Moi, je pense que, évidemment, tous les accidents, moi, j'invite tout le monde à rapporter les accidents, et je pense qu'il faut vraiment les référencer. Nous, dans le service de M. Richard, on a, depuis le premier patient opéré au robot, on a une banque de données, et toutes les complications opératoires ont été recensées. On en a eu, en plus, je l'ai rentré ce matin pour une enquête. On a eu 2 complications inhérentes au robot. L'un, c'était une dysfonction d'un bras et on a dû terminer en laparoscopie. Le deuxième, c'était un problème sur les ciseaux monopolaires. Ça, c'était 2 sur plus de 2000 interventions. Néanmoins, c'est une équipe qui est entraînée, où M. Richard m'avait demandé de développer de la technologie, et puis au fur et à mesure, j'ai formé des gens. Donc, on n'est pas parti en disant justement, un chirurgien, il va faire 3 cas, et puis finalement, il va faire 3 cas par an, et donc il va avoir aucun entraînement. Et donc, chez nous, tous les chirurgiens qui font du robot sont entraînés, et s'ils ne le sont pas, ils sont supervisés, et à l'heure actuelle, avec une double console. Tous les anesthésistes, ce sont des anesthésistes qui opèrent toute la journée au robot, puisque c'est une salle qui tourne toute la journée avec au minimum 3 patients. Et donc finalement, on est une équipe qui est très entraînée et on n'a jamais eu de problème, notamment d'anesthésie, etc. Et nos anesthésistes le disent, c'est que si on a des problèmes d'hypercapnie, etc., c'est toujours un problème d'anesthésie. C'est l'anesthésiste qui ne règle pas correctement ses machines de manière adaptée à la chirurgie laparoscopique et à la chirurgie robotique, parce qu'ils y arrivent. Et on le voit très bien quand on a des jeunes anesthésistes, eh bien, ils mettent un certain temps pour s'habituer à l'environnement de la laparoscopie. Et le robot n'est jamais qu'inhérent. Et puis après ça, pour le temps d'intervention notamment, c'est quelque chose qui évolue évidemment avec la courbe d'apprentissage. Au début, c'est beaucoup plus long. À l'heure actuelle, on va beaucoup plus vite, et pour une prostatectomie et pour une néphrectomie partielle. Moi, personnellement, je vais beaucoup plus vite qu'en chirurgie ouverte. Donc, le coût maintenant, c'est quelque chose qui est très français. Si on demande aux États-Unis, ils disent très bien, si le robot vous coûte plus cher qu'une chirurgie ou si ce n'est pas rentable, arrêtez de faire du robot, parce que chez vous, je pense que vous ne pouvez pas faire une chirurgie si elle n'est pas rentable. Donc, si c'est rentable dans leur système, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas dans le nôtre, parce que finalement, on a des choses qui sont très comparables. La seule chose, c'est que la France a aussi choisi d'investir plutôt dans le confort post-opératoire que dans le prix de l'intervention. Moi, personnellement, je préférerais rentrer le matin de la chirurgie, sortir le lendemain, quitte à dépenser un peu plus pendant l'intervention. Mais on a des patients qui restent hospitalisés. Moi, quand je dis à un patient qui va sortir le lendemain d'une intervention, la première chose qu'il me dit, c'est qu'il a cotisé toute sa vie et qu'il ne veut pas sortir avant le J3. C'est tout. C'est pareil en laparoscopie. Oui, c'est pareil en laparoscopie. N'empêche qu'en laparoscopie, on n'a jamais réussi, notamment pour la prostatectomie ou pour la néphrectomie partielle, et la néphrectomie partielle, c'est encore beaucoup plus évident, à faire des chirurgies aussi complexes que ce qu'on faisait au robot. C'est qu'on est dans une gamme qui est totalement différente, et les études que l'on a maintenant, ce sont des études finalement sur les premiers patients qui étaient opérés au robot, et à l'heure actuelle, on ne fait plus du tout le même type de chirurgie. Juste pour compléter, je pense que ce que vient de dire Christophe là est très important. Yves a raison de rapporter les choses, parce que tout n'est jamais tout blanc et tout noir, et c'est évident qu'il faut toujours faire attention. Et comme on l'a dit d'ailleurs, et plusieurs orateurs l'ont dit, c'est pas parce que la technologie permet des choses qu'il faut forcément faire des choses. Cela dit, actuellement il y a une espèce pour des raisons de coût. Or, je rappelle, par exemple dans la communication que j'ai faite avec l'Académie de médecine la semaine dernière, faire la cure d'une incontinence chez une femme
avec 3 fils de 4 gouttes, ça revenait à 5 € par exemple. Le faire avec une bandelette, ça coûte déjà 1 000 €. Et quand on met un sphincter artificiel, ça coûte encore plus cher. Et donc, actuellement, on n'accepterait pas de refaire pour plein de maladies les interventions qu'on leur faisait avant sous le prétexte qu'elles coûtaient moins cher. Donc là, après, c'est un problème politique dans le bon sens du terme. C'est qu'est-ce qu'en France, on est prêt à mettre comme argent sur la table pour dire on veut avoir des soins de bonne qualité avec la meilleure sécurité. Bon, on ne peut pas à la fois dire toujours les États-Unis c'est très très bien et puis dire en France c'est très très bien, mais en France on continue à faire le cadute, le ciseau, parce que les discussions, Yves, étaient exactement les mêmes au moment de l'apparition de la laparoscopie. On a entendu les mêmes arguments. Et donc, c'est ça, il faut toujours se souvenir que petit à petit, le progrès arrive. Alors, bah oui, parce qu'il Je parle... il a été honnête, il a dit qu'il était au début de leur expérience. Oui, c'est au début de l'expérience et c'est la sélection des cas et l'entraînement de l'équipe. Y compris les anesthésistes, parce que je ne veux pas répéter ce que vous avez dit, mais je suis tout à fait d'accord. Si vous avez l'anesthétiste qui connaît le robot, qui connaît la chambre du robot, tout est prêt, le circuit long est prêt, les cordes sont bien rangées, on a accès à tout, on est bien préparé, on ne va pas y avoir un problème. Si jamais il y a une équipe qui n'a jamais fait ça prend 3 heures pour l'installation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais au départ, la première pancréatectomie distale, ça m'a pris 5 heures. Là, maintenant, c'est 1h45. Donc, c'est un avantage quand même. Le temps opératoire, je pense que pour faire une hépatectomie gauche ou une pancréatectomie distale, ça va prendre moins de temps de faire avec le robot que la voie ouverte. La Célio, ça on peut discuter. Peut-être avec la Célio, c'est assez, soit le même temps, soit un peu plus. Mais c'est difficile pour moi d'accepter. Tout le monde sait quels sont les problèmes du Portugal, mais je ne vais pas parler d'argent. Je vais parler des patients, les malades. Les malades qu'on traite pour la chirurgie du foie, qui ont besoin de la chirurgie du foie, sont malades avec des métastases ou tumeurs malignes. L'unique chose qui les intéresse, c'est peut-être pour être curé, survivre. C'est une malade très agressive. Quand un malade arrive chez nous avec des métastases bilubères, il ne s'intéresse pas si c'est laparoscopie, si c'est chirurgie. Il dit, bien sûr, est-ce que j'ai une chance de survivre? Ça, c'est l'intérêt de le patient. Ce n'est pas l'intérêt du chirurgien d'être un artiste, de faire des choses incroyables. Je suis d'accord que la laparoscopie, c'est très important pour faire des choses avec la même possibilité oncologique que la chirurgie ouverte. Mais ça me paraît que tu ne m'as pas convaincu à me dire à moi, oublie l'argent parce qu'on ne va pas avoir l'argent pour acheter ça au Portugal pendant longtemps, mais oublie ça. Convainc-moi qu'un patient, 90%, je n'ai pas de tumeur bénigne. On traite 2 malades par jour de chirurgie du foie par jour maintenant, et peut-être 3 avec un pancréas. Des malades désespérés avec des maladies très agressives. Et pas de tumeur bénigne. Pas de tumeur bénigne. Cette année, on a fait, je ne sais pas, 200 ou 230 chirurgies pour tumeur bénigne. Je ne me rappelle pas d'avoir seulement 3 hémangiomes très grand que tout le jour que je les opère, je dis je vais le filmer pour envoyer à Cherki, mais je me plie toujours de le faire. Alors, convainc-moi de cette panacée de ce fantastique robot pour me dire, Eduardo, tu peux faire avec ça une chose que je ne peux pas faire, chirurgie ouverte, sans transfusion. 90% de notre malade sont opérés sans transfusion sanguine. Dans 1h30, une hépatite lymphoïde, 2 heures. On fait 3. Convainc-moi. Dans la prostate, si j'ai une tumeur de la prostate, ce que j'ai lu déjà, je pense que je me fais opérer pas au Portugal, parce que le Da Vinci, qui a un Da Vinci dans l'hôpital privé, ils font 50 opérations par année, et c'est incroyable, incroyable. C'est vraiment le game box pour les chirurgiens d'un privé pour dépenser beaucoup d'argent.
mais je pense que je serais opéré en France ou aux États-Unis à ma prostate. Je suis convaincu que c'est un valeur de la santé, les potences, c'est pas le suite opératoire. C'est très, très bien. Je suis décidé. Pour le sujet du foie, convainc-moi d'une chose que tu peux faire avec ça que je ne peux pas faire pour la paroscopie ou pour le sujet ouvert. Convainc-moi. Un avantage. Un avantage? Pas de l'argent, pas de... Dis-moi un avantage technique pour le patient, pour faire ça, que je ne peux pas faire pour la paroscopie ou pour le sujet ouvert. D'abord, c'est la technologie en évolution. D'abord, c'est l'évolution. Ça commence. D'abord, ça commence. Et je me souviens très très bien, c'était 93, c'était la discussion, je pense que c'était au Congrès français de chirurgie, il y avait Moussa et M. Bismuth, il y avait toute la discussion si c'est bien de continuer à faire la cœlioscopie. C'était la chirurgie, la vésicule sous cœlioscopie, toute la session pendant 2 heures, si ça ne sert à rien de continuer à faire sous cœlio. Là, ça commence. Dans 5 ans ou 10 ans, le robot va être amélioré, il y aura des nouveaux instruments, on va y avoir une autre technologie, on va pouvoir faire des choses qu'on n'a jamais pu faire sous cœlio, et ça va continuer, mais il faut adapter, il faut y avoir quelqu'un qui va accepter la technologie. Je suis d'accord avec l'investigation pour faire, pour savoir si les choses marchent. Pas pour le Non, mais il y a juste un intérêt qui a été très bien dit par Dimitri Allen, c'est que l'avenir de la chirurgie, on l'a bien vu, ça a été la chirurgie ouverte, puis ça a été la cellio, qui est une chirurgie fantastique et pour lesquelles il y a eu exactement les mêmes discussions, puis ça va être la robotique, puis ensuite ça va être une robotique simplifiée avec des robots, des instruments robotisés et pas forcément des grosses structures comme ça. L'évolution va être comme ça. Ce qu'il faut se dire en tant que chirurgien, c'est que il ne s'agit pas qu'une personne, et je pense que tous les deux l'ont très bien dit, il ne s'agit pas qu'une personne se dise « tiens, je vais faire du robot demain », etc. La robotique, ça oblige à travailler en équipe avec les anesthésistes, avec les chirurgiens, avec tout un tas de personnes, ne serait-ce que pour les installations des patients. Je rappelle en passant qu'au moment des prostatectomies radicales, on faisait par voie ouverte, pour améliorer l'intervention, il y avait des techniques en hyperlordose qui ont été faites et qui ont été à l'occasion de complications au départ. Et on n'a jamais dit à ce moment-là, la chirurgie ouverte est dangereuse. Il y a eu ponctuellement des complications, on a vu pourquoi, et puis elles ont disparu. Et donc, ce qui est important, c'est que dans la mesure où des techniques opératoires, la technologie modifie ces techniques opératoires, elles vont les modifier pour toutes les interventions. Christophe vous l'a dit, en urologie, on faisait que la prostate. À la Pitié, maintenant, on fait la prostate, la vessie, les reins, les sphincters artificiels, on fait tout. On fait en urologie, en gynécologie. Quand j'étais chef de pôle à la Pitié, j'ai ouvert la robot pour les gynécologues. Les gynécologues font les hystérectomies élargies au robot. Actuellement, je m'occupe de la réorganisation des blocs à l'HEGP. L'ORL, Daniel Branu fait du robot. Plusieurs spécialités en font. Dans 3 ans ou dans 4 ans, toutes les spécialités chirurgicales ou quasiment toutes, fonctionneront avec le robot. Et ça permet de faire des interventions qu'on ne faisait pas avant. Je prends l'exemple de la chirurgie des tumeurs du rein. Bon, j'étais élève de M. Cus, j'étais un de ceux qui a poussé le plus loin la chirurgie ouverte des cancers du rein. Bon, il y a des malades, quelqu'un de ma famille, où je pensais que c'était impossible de le faire par voie ouverte, je l'ai confié à Christophe, qui avec le robot a pu lui retirer sa tumeur du rein en conservant le rein. Et ça, le robot, par exemple, en urologie, mais dans d'autres spécialités, c'est à vous de le dire, permet de faire des techniques parce qu'on a des angles d'attaque qui sont différents que celui de la celliochirurgie, permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire en celliochirurgie. Même si la celliochirurgie a permis de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire en chirurgie ouverte. Comme l'a dit Henri tout à l'heure, et d'ailleurs ça a été très bien montré par Daniel, un certain nombre d'accès de certains organes volumineux, on les voit bien mieux par ces techniques-là que par la chirurgie ouverte. Donc je pense qu'il faut être prudent. Il faut, en tant que président de l'Académie de chirurgie, moi je dirais que quand on fait des nouvelles technologies,
on devrait imposer aux gens d'avoir des bases de données. C'est-à-dire que systématiquement, tous les malades, tous, pas un seul à la pitié, pas un malade, pas de ce robot sans qu'il soit sur la base de données. Et Christophe, il peut vous répondre 1 heure après, donner les chiffres. Donc il faut que tous les malades, avec les complications, les avantages, les inconvénients, etc., soient là. Et en faisant ça, je pense que, on défendra notre métier, qui est celui de dire qu'il n'y a aucune raison que pour des raisons économiques, on bride les chirurgiens français par rapport à d'autres spécialités, ou les chirurgiens européens, parce que au Portugal, ils avaient encore plus de difficultés que nous, et donc je vous mets avec nous. Voilà. Et donc, je pense que ça permettra, d'une part, d'avoir des technologies, parce qu'on dira d'un côté, on dit tout ce qu'il fait, on est transparent, mais de l'autre côté, donnez-nous les moyens d'assurer aux patients les meilleurs moyens. Je suis désolé, les prostatectomies radicales, voie ouverte, on était passé de 15 jours à 8-10 jours. En cellio, on était descendu à 4-5 jours. Au robot, ça fait 3 jours maintenant. Je suis désolé de prolonger ce débat, mais c'est notre rôle et c'est intéressant. Il y a 3 strates. Il y a la laparotomie, il y a eu la laparoscopie et il y a le robot. Je pense que chacun de ces strates a fait progresser le précédent. La laparoscopie nous a fait progresser en chirurgie ouverte. Je n'ai pas honte de le dire. Je perds beaucoup mieux en chirurgie ouverte depuis que je fais de la laparoscopie, c'est-à-dire depuis 25 ans. Le robot nous a montré 2 choses. C'est qu'on pouvait voir en 3D et qu'on pouvait opérer avec des appareils qui permettent de coudre dans des positions difficiles. Il faut surtout ne pas perdre ces 2 avantages. Mais je vais vous poser une question, vous qui êtes les défenseurs du robot. On bloque actuellement une évolution technologique qui est la création d'optiques 3D pour la laparoscopie. Pourquoi est-elle bloquée? Sûrement pour des raisons industrielles. Que penseriez-vous du robot si vous aviez en laparoscopie une vision 3D et des petits instruments qui commencent déjà à apparaître, des mini-robots, qui permettent justement de placer des instruments dans toutes les directions et de coudre en laparoscopie, un peu comme on coud avec le robot, et avec un retour de force, et avec la possibilité d'upgrader la majorité des chirurgiens qui actuellement sont célioscopistes et qui n'auraient pas à aller se former sur le robot. Moi, je pense que quand... Bon, je pense que si la technologie va arriver, elle va exister, on va l'évaluer, et on va voir s'il y a l'avantage ou pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas disponible partout. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il y a d'autres avantages du robot. C'est la séparation du chirurgien et le malade. Et oui, on opère sur le foie et on prend le risque quand on opère sur l'hépatite C. Aux États-Unis, il y a beaucoup de malades avec le sida, c'est quand même très commun. Et quand autant que chirurgien, on est complètement séparé du patient, le risque de contamination est diminué énormément. Et c'est important quand même. C'est une autre raison. Mais c'est une autre raison valable d'adapter la technologie quand même. Moi, je veux... Attendez. François Dubois, juste un mot avant de passer à François Dubois. Je voudrais répondre à Eduardo Barroso. Dans toute nouvelle technique, il y a une période de faisabilité. Et ensuite, et ça c'est intéressant, il y a une définition du domaine d'application. Autrement dit, ce domaine peut être très large, peut même tout prendre, mais ce domaine peut être très limité. Donc aujourd'hui, répondre à cette question, à quoi ça va servir, on ne sait pas. Donc on est dans la période de faisabilité, et au bout d'un certain temps, on va dire, ben oui, là c'est important. Bon, tu l'as dit toi-même, pour la prostatectomie, toi-même tu dis oui, le robot c'est ce qu'il faut. Voilà, il a donc trouvé un territoire. En matière de foie, aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas savoir encore aujourd'hui, mais bon, c'est intéressant de voir la faisabilité. François. Oui, je crois qu'effectivement, le robot, c'est très séduisant. Brice Gaillet, gentiment, m'avait fait essayer le robot. C'est très séduisant, c'est formidable. Mais je pense qu'on en a parlé, mais il faut le réserver aux interventions qu'on ne peut pas faire autrement, où il y a une amélioration manifeste. Je crois en plus que
l'avenir est peut-être, Philippe Bray l'a évoqué, à l'amélioration des instruments célioscopiques, en particulier de certains robots, pour des robots moins sophistiqués, moins globaux que le Da Vinci. Non, ce que je voulais, c'était poser une question technique à M. Alden. Vous avez parlé que vous pouviez très facilement passer la commande de vos instruments à votre assistant. Alors, comment le faites-vous? Parce qu'il y a des problèmes de stérilisation, il y a des problèmes, est-ce que vous pouvez lui passer, il vous le repasse? Comment est-ce qu'il peut contrôler l'instrument? Parce que vous le contrôlez par l'intermédiaire de l'électronique. Oui, c'est un robot avec 2 consoles de contrôle. Donc, on est assis juste à côté. Et donc, on appuie sur un bouton et le contrôle d'un instrument est passé à un bras spécifié de l'assistant. Ça peut passer d'un autre. Ouais. Si on a le temps, moi je veux bien juste répondre à votre question concernant l'évolution de la laparoscopie parce que je pense qu'elle est vraiment intéressante. Je suis belge, j'ai été formé en Belgique et notamment dans le centre de Guy Bernard Cadière à l'hôpital Saint-Pierre qui avait le double avantage d'avoir un excellent laparoscopiste mais également d'être propriétaire du premier robot dans le monde. Et donc moi j'étais en 2001 puisque j'étais formé en urologie à cet endroit-là, l'Institut Jules Bordet et Saint-Pierre à côté. Et donc j'ai participé aussi bien à l'utilisation des premières interventions au robot sur la prostate et avec Van Velthoven qui était le chirurgien urologue. Et on utilisait à l'époque des casques en 3D puisqu'on avait des vues, une vision en 3 dimensions qui aidait pour la laparoscopie, clairement. Et je pense que ça aide principalement dans la courbe d'apprentissage. Et la vision 3D aide, à mon avis, pour le chirurgien, aide aussi pour l'assistant. Et moi, j'aimerais bien dans le service qu'on ait, par exemple, des écrans 3D pour l'assistant, parce que je pense que la profondeur des champs va aider. Maintenant, j'ai essayé des instruments aussi de la laparoscopie 3D, parce que si on a la vision 3D, on a envie d'avoir les instruments 3D qui bougent. En fait, le robot, moi je pense que le robot, c'est pas tellement une machine à suturer. Le robot, c'est une machine à disséquer. Et c'est ça qui est intéressant avec le robot, c'est de permettre une dissection qui est totalement anatomique. Et la suture, après ça, un bon laparoscopiste, c'est jamais la suture qui est un problème. Moi, l'anastomose vésico-urétrale en laparoscopie, je sais la faire pour la prostate. C'est un petit peu difficile, bon, mais ça, on s'entraîne sur des pelvitraîneurs et on y arrive très rapidement. Et il n'y a aucun laparoscopiste qui trouve que la difficulté, c'est la suture, et il n'y a aucun roboticien qui dit que l'avantage, c'est la suture. L'avantage du robot, c'est la dissection. Il y a tel point que on parle du retour de force. Je ne connais pas beaucoup de chirurgiens experts en robotique qui voudraient un retour de force. Moi, on me demande de l'avoir, je n'en veux pas. L'absence de retour de force me permet de passer dans des endroits où je ne passerai jamais, simplement parce que ça me permet d'ouvrir les plans avec une facilité déconcertante. Le tout, c'est de bien reconnaître l'anatomie et de disséquer dans des plans anatomiques. La dissection au robot, c'est une dissection qui est anatomique. Et c'est ça qui a complètement changé, en tout cas par rapport à la laparoscopie. Mais moi, le retour de force, ce n'est pas un problème. La vue 3D en célio, je pense que c'est bien. Et les instruments de célio, pour l'instant, qu'on a, c'est en effet des porte-aiguilles qui permettent de suturer. Mais la suture, c'est jamais un problème en laparoscopie, si on a l'habitude. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, parce que le retour de force, dès qu'on a l'habitude à travailler avec le robot, on n'a pas besoin de ça. Et en fait, je pense que ça va gêner. Pour répondre à ce que vous avez dit, pour réserver les interventions robots, juste les interventions spécialisées, ça c'est un problème, parce que c'est un problème de la formation et c'est un problème de la continuité de l'expérience, parce que si on ne travaille pas régulièrement sur le robot, s'il y a une période même de 2 ou 3 semaines quand je ne fais pas un cas, le retour, ça prend un petit peu de temps de se réadapter. Et donc si on réserve les cas que pour les cas spéciaux, la qualité de la chirurgie va diminuer. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. C'était une séance extrêmement intéressante. Je voudrais vous remercier, d'abord pour la dernière communication. Merci Dimitri, merci vous aussi. Voilà, on les applaudit. Et je pense qu'on peut lever cette séance en remerciant les orateurs qui sont venus, certains de très loin, venir nous parler de leur belle expérience. En tout cas, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Je trouvais que c'est une séance très passionnante. Alors, je vous rappelle, avant de partir, que le 4 décembre, à la séance normale de l'Académie, il y aura un rapport des chirurgiens que nous avons envoyé. L'Académie de chirurgie a envoyé 3 chirurgiens aux États-Unis, à l'American College, et ont été visiting professeurs dans 3 universités. Ils vont venir le 4 décembre
pour apporter leur expérience aux États-Unis. Et Voilà. je vous rappelle d'autre part, je remercie Henri d'avoir organisé cette séance très intéressante et à tous nos collègues européens et américains d'être venus. Et, chut, s'il vous plaît, je vous rappelle que le 11 décembre, il y a la séance spéciale de l'Académie. Il y a déjà plus de 80 personnes inscrites. Comme le nombre de places est limité à un petit peu plus de 100, puisqu'on sera dans l'amphithéâtre Joubert où a été créée l'Académie de chirurgie en 1736. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, faites-le rapidement, car vu la rapidité du nombre d'inscriptions, il y aura bientôt plus de place. Merci beaucoup.